merci beaucoup pour cette invitation. Merci d'être présent ce matin. Effectivement, je fais juste un petit complément sur l'association, la grande édition Marx et Engels. Donc c'est un projet qui vise à faire connaître et à diffuser les textes de Marx dans une édition qui se veut de référence, une édition historique et critique, appuyée sur les travaux les plus récents. Et il y a effectivement une association, donc j'ai, si la chose vous intéresse, un petit document qui permet à la fois de découvrir cette association, qui organise des séminaires qui ont souvent lieu à Paris ou en région parisienne, donc ça peut intéresser certaines personnes parmi vous, et il est possible évidemment d'y adhérer. C'était la petite parenthèse introductive. Alors, effectivement, c'est un peu difficile de résumer ou de chercher à donner, à voir l'ensemble de l'œuvre et de la vie de Marx en une heure, mais bon, je vais essayer de m'y atteler, même si évidemment ça ne sera pas du tout exhaustif, et je pense que la discussion permettra d'éclairer éventuellement des points supplémentaires. Mais donc je vais essayer de vous proposer un petit panorama, et dans ce panorama, en fait, le fil conducteur que je vais adopter est en fait un fil conducteur biographique, c'est-à-dire que ça permettra de faire en quelque sorte d'une pierre deux coups, c'est-à-dire découvrir à la fois sa vie et son œuvre, et donc découvrir son œuvre par l'intermédiaire de sa vie, ce qui dans le cas de Marx me paraît être quelque chose qui n'est pas du tout artificiel, au sens où ses combats théoriques et politiques sont intrinsèquement liés, et quelqu'un qui était évidemment très impliqué dans les luttes de son temps, et de ce point de vue-là, on comprend mieux, je pense, son œuvre quand on la resitue dans le cadre d'une analyse de sa vie. Alors, petite remarque introductive finalement sur, ça a été rappelé, ce bicentenaire de Marx, dans quel contexte est-ce qu'il s'inscrit, puisque effectivement, il y a 2 ans, en 2018, avait lieu le bicentenaire de Marx, dans un contexte, je dirais, un peu de renouveau de l'intérêt pour la pensée de Marx, un contexte qu'on peut faire remonter à peu près à 2008, autour de 2008 finalement, il y a un peu plus de 10 ans, que l'intérêt pour la pensée de Marx a été en quelque sorte renouvelé après une phase un peu de reflux, disons, entre, pour aller vite, la chute du mur de Berlin et la fin des années 2000. Il y a une phase un peu de reflux des idées de Marx, et c'est vrai que la grande crise financière de 2008 a remis un petit peu la perspective de la pertinence des analyses de Marx sur le devant de la scène. Et le point qui m'intéresse, parce que ça c'est quelque chose qui est maintenant peut-être assez connu, enfin on le dit souvent, ce qui m'intéresse, c'est de partir peut-être du caractère un peu contradictoire de cette nouvelle réception de la pensée de Marx depuis 2008, parce qu'en fait elle se fait, je dirais, de manière finalement très diverse, y compris avec des éloges venant d'origines inattendues. Je prends un seul exemple. À Trèves, justement, en 2018, au moment de la célébration du bicentenaire, à la cérémonie de célébration du bicentenaire, il y avait M. Jean-Claude Juncker, qui était donc, à l'époque président de la Commission européenne, et qui a fait un discours pour célébrer un certain nombre de points jugés pertinents dans la pensée de Marx. Plus récemment, on a eu des grands représentants de grandes banques qui pouvaient dire que finalement les analyses de Marx concernant les contradictions de la production capitaliste n'étaient pas sans pertinence. Donc voilà, tout ça peut paraître un peu surprenant, et je pense que
c'est aussi pour cette raison, moi, que j'ai voulu adopter un angle un peu biographique dans je dirais, le panorama de redécouverte de Marx. C'est que on peut évidemment pointer, comme ça a pu être fait, la pertinence de ces analyses des contradictions du capitalisme en les coupant ou en les décorrélant des solutions politiques qu'il a cherché à proposer, mais évidemment, en faisant ça, on va évidemment avoir un regard un peu tronqué peut-être sur sa pensée, et donc je pense que de ce point de vue, il faut essayer de regarder Marx dans tout ce qu'il peut nous apporter. Même si évidemment, dans les nouvelles lectures, la nouvelle réception de Marx qu'on peut observer depuis une dizaine d'années, il y a des choses très diverses et très intéressantes, hein, qui ne sont pas effectivement limitées à la question de l'économie, mais autour de la problématique de l'aliénation, ça a été dit aussi, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se font dans le domaine de la philosophie, par exemple, hein. Je dirais qu'il y a aussi toute une nouvelle génération de chercheurs, mais aussi de militants qui se réapproprient cet héritage-là, hein, sous des formes diverses, hein. Il y a beaucoup dans les universités, notamment en France, mais pas seulement en France, hein, aussi en Allemagne, même aux États-Unis, il y a beaucoup de séminaires, de lectures, d'œuvres de Marx qui font leur apparition et qui donnent la possibilité à, disons, une génération plus jeune de se réapproprier sa pensée. Donc tout ça, c'est un petit peu le contexte de départ qu'il faut évidemment mentionner. Peut-être une dernière chose encore sur ce contexte-là, avant de me lancer dans le panorama biographique et théorique. Cette nouvelle réception est aussi l'occasion de mettre en avant des aspects de la pensée de Marx, y compris grâce je dirais, aux nouveaux apports, hein, que l'on peut trouver dans des aspects méconnus de son œuvre, y compris pour des raisons éditoriales, parce que beaucoup d'œuvres de Marx, notamment des manuscrits, ont été édités très tardivement, bien après sa mort, et certains ne sont pas encore d'ailleurs édités, hein. Donc on découvre toujours des nouvelles choses. Et un des aspects, par exemple, récemment mis en avant par un certain nombre de chercheurs, c'est la préoccupation de Marx pour des questions liées à l'environnement, aux effets délétères de la production capitaliste sur la nature. Et il est, de ce point de vue-là, assez intéressant de constater que dans les nouvelles lectures de Marx, hein, l'idée qu'il y aurait une sorte de préfiguration des préoccupations écologiques dans la pensée de Marx est aussi quelque chose qui est beaucoup mis en avant, hein, notamment à travers l'idée que le capital viendrait mettre à mal le métabolisme entre l'être humain et la nature, hein, qui est quelque chose que beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à Marx aujourd'hui cherchent à mettre en avant. Et bien, là, on a l'exemple, je dirais, typique d'une lecture tout à fait nouvelle d'une œuvre qui pourtant a déjà un long passé. Alors, mais on pourra revenir, je pense, sur ces aspects-là dans la discussion, mais je voudrais maintenant commencer par le début, finalement. Donc 5 mai 1818 à Trèves. Donc Marx naît. Alors Trèves, effectivement, je ne sais pas si vous voyez où c'est pas très loin du Luxembourg, c'est sur les bords de la Moselle, et c'est effectivement en Allemagne, mais il faut avoir à l'esprit que, d'une part, évidemment, l'Allemagne n'est pas un territoire unifié à l'époque, et surtout, Trèves fait partie de ces territoires qui ont été français pendant un certain nombre d'années, peu de temps avant la naissance de Marx. Et ça n'est pas sans importance, hein, puisque Trèves
a été, de 1797 à 1814, le chef-lieu d'un département français, qui était le département de la Sarre à l'époque, qui évidemment n'existe plus. Donc il y a eu une présence française sur ce territoire-là qui a marqué beaucoup de son empreinte, je dirais, le territoire. Ce qui avait permis, entre autres, l'introduction du Code civil, ce qui n'est pas rien, mais aussi évidemment avait favorisé, par rapport à d'autres territoires allemands, la pénétration des idées des Lumières et des idées issues de la Révolution française. Ce qui fait que Marx grandit quand même dans un territoire qui est marqué beaucoup plus que d'autres territoires allemands par des conceptions, on va dire, progressistes, hein, pénétration, comme je vous le disais, des idées des Lumières, de la Grande Révolution. Et Marx le vit de manière indirecte de ce point de vue-là, mais aussi de manière directe, hein, par l'intermédiaire de son père. Son père qui était un avocat juif qui s'était converti au protestantisme à la fin des années 1810 pour pouvoir continuer à exercer sa profession d'avocat. Et son père était quelqu'un qui était un grand admirateur de Voltaire, du rationalisme, des idées progressistes. Et donc évidemment, c'est un environnement qui était tout à fait propice, je dirais, de ce point de vue, pour que Marx se tourne vers les idées de progrès. Alors, Marx est quelqu'un qui, dans la première moitié des années 1830, va fréquenter le lycée où il reçoit un enseignement classique. Hein. Il faut savoir que le lycée prussien, puisque je disais, Trèves a été sous domination française pendant une vingtaine d'années, jusqu'au congrès de Vienne. Et après le congrès de Vienne, donc en 1815, le territoire est rattaché au royaume de Prusse, donc à partie de ce royaume de Prusse qui est la Prusse rhénane, hein, la province rhénane. Dans ce contexte-là, Marx reçoit, lorsqu'il va au lycée, une éducation classique qui est héritée, en fait, hein, des grandes réformes éducatives, hein, qui avaient eu lieu en Prusse, qui avaient été initiées par Humboldt, hein, notamment, dans l'esprit de ce qu'on appelle le nouvel humanisme, hein, et donc avec une culture donc empreinte des humanités classiques. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut paraître éventuellement anecdotique, mais qui ne l'est pas, je pense, parce que c'est cet arrière-plan culturel que Marx va conserver tout au long de sa vie et qu'on pourra retrouver, je dirais, dans ses œuvres, puisque, y compris dans des œuvres très économiques, je dirais, hein, on a toujours, au détour d'une phrase, une citation de Virgile, une citation de Dante, etc. etc. Donc il y a toutes sortes de... Enfin, cet arrière-plan culturel va vraiment le façonner tout au long de sa vie. Donc il obtient en 1835 hein, son baccalauréat et il va partir faire des études à l'université, alors ce qui à l'époque n'est pas donné à tout le monde, hein. C'est une toute petite minorité de la société qui a cette possibilité-là. Hein. Il se trouve que Marx avait grandi dans une famille qui n'était pas... qui était plutôt parmi les plus aisés de la ville de Trèves, hein, sans être dans les 1% pour autant, mais quand même, il avait cette possibilité-là, parce que ça coûtait quand même assez cher. Et donc, il va partir d'abord faire des études à Bonn, où il ne va pas rester très longtemps, et surtout, là où il va étudier pour
va passer le plus de temps à étudier, c'est à Berlin. À Berlin, alors, bon, il ne faut pas s'imaginer l'université prussienne de l'époque comme l'université française d'aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose de très différent. Au sens où on pouvait faire un petit peu on suivait des cours comme ça. Alors d'abord, il était censé je dirais, préparer une carrière plutôt de juriste, hein, il devait suivre des études de droit. C'est probablement voilà, ce que son père imaginait hein, en l'envoyant à l'université, son père étant lui-même avocat. Mais il suit quand même une bonne partie de son cursus. C'est un cursus de droit. Donc Marx est quelqu'un qui a une formation assez solide, malgré tout, de juriste, ce qu'on ne sait pas toujours. Hein. Mais c'est pas inutile de le rappeler. Mais il est assez vraisemblable que enfin assez rapidement en tout cas, hein, dans les 2 premières années de ses études, Marx n'ait pas eu très envie de faire cette carrière de juriste à laquelle il était peut-être, à laquelle son père le destinait, je dirais. Et en fait, très probablement, en tout cas à la fin entre 1836 et 37, Marx se serait bien vu poète. En tout cas, il a écrit beaucoup de poésie pendant ses années de jeunesse. Pareil, ce qu'on ne sait pas toujours, même si ses poèmes sont édités. Hein, tous ces poèmes de jeunesse sont édités alors, en langue originale. Un certain nombre sont traduits en français. Bon, alors évidemment, il y a des commentateurs, des biographes qui se sont un peu moqués de ces poèmes de jeunesse en disant qu'il n'avait pas un talent absolument formidable. Cela dit, évidemment, comme il a écrit ça quand il était encore tout jeune, c'est difficile de déterminer quel poète il serait devenu. Toujours est-il qu'il avait cette perspective à l'esprit, probablement, et il se faisait, en tout cas dans ses premières années d'études, une représentation qu'on peut dire assez romantique du monde. Il voyait dans l'art une manière de transformer le monde. Ça, il est resté attaché quelque temps. Et on peut considérer que c'est autour de 1837 que va se produire, je dirais, le passage de son intérêt pour la poésie, intérêt premier pour la poésie, sa perspective de faire une carrière de poète ou peut-être de critique littéraire. Bon. Passage vers la philosophie va se produire vers 1837, à la faveur notamment de la découverte de la pensée de Hegel. De la pensée de Hegel, qui va jouer un rôle et on peut considérer que ça va provoquer presque une crise existentielle chez le très jeune Marx, hein, cette découverte de la pensée de Hegel, cet abandon finalement des représentations un peu romantiques du monde. Tout ça va jouer un rôle très, très important. Alors, évidemment, c'est un peu difficile ici de résumer les raisons pour lesquelles la pensée de Hegel va être quelque chose qui va le fasciner, hein, mais Hegel était une sorte de... Disons, surtout à partir du moment où il arrive à Berlin, à la fin des années 1830, la philosophie de Hegel est une sorte de spectre hein, qui plane au-dessus de l'université prussienne pour différentes raisons. Hein. Hegel est mort en 1831, hein, quelques années seulement auparavant. Et à partir de la fin des années 1830, eh bien l'école hegelienne, si l'on veut, où les différentes personnes cherchant à puiser dans l'héritage de la pensée de Hegel,
vont se diviser justement sur cet héritage-là, donc entre souvent ce qu'on appelle la gauche et la droite hegelienne, et puis entre les jeunes et les vieux hegeliens, parce qu'on peut interpréter Hegel évidemment de manière tout à fait différente. Certains voient dans Hegel une sorte de philosophe officiel de l'État prussien, défendant, je dirais, à la fois le régime et la religion aussi. Et d'autres vont au contraire y voir presque le contraire, quelqu'un dans disons, une œuvre dans laquelle on peut puiser à la fois une matière pour critiquer la politique et la religion. Parce que bon, on est quand même voilà, dans la Prusse d'après le Congrès de Vienne, donc on n'est même pas dans une monarchie constitutionnelle, donc on est évidemment dans un régime où la question de la critique de la religion et de la politique est quelque chose de tout à fait subversif. Et donc dans cette nébuleuse, pour le dire rapidement, qu'on va appeler le jeune hegelianisme, donc autour de gens qui cherchent, comme je le disais, à se réapproprier la pensée de Hegel, notamment pour y puiser une critique de la religion et de la politique, eh bien, Marx va se retrouver très rapidement dans ce mouvement-là. Il va s'y plonger. Alors évidemment, c'est pas un mouvement unifié, mais il s'y fait des amis, notamment quelqu'un qui s'appelle Bruno Bauer, qui joue un rôle très important pour lui à la fin des années 1830 et encore au début des années 1840. Mais c'est évidemment à cette occasion, donc à travers son intérêt pour la pensée de Hegel et sa proximité avec le mouvement jeune hegelien, que Marx va mener à bien ses études de philosophie. Puisque voilà, c'est vraiment cette question-là qui le préoccupe. Et il finit par achever son parcours en philosophie. Il est docteur en philosophie. En 1841, il écrit une thèse de doctorat de philosophie consacrée à la philosophie antique, et plus précisément à la différence entre la philosophie de la nature d'Épicure et celle de Démocrite. Alors il faut savoir qu'évidemment le nom même d'Épicure, dont Marx prendre la défense, Marx va voir dans la figure d'Épicure une sorte de représentant des Lumières de l'Antiquité en quelque sorte, parce que évidemment on peut puiser chez les Épicures toutes sortes de choses intéressantes, une critique de la religion d'une certaine façon, puisque voilà, et surtout, et c'est ça qui l'intéresse beaucoup dans sa comparaison, disons, entre la philosophie de la nature d'Épicure et celle de Démocrite, qui sont deux représentants, si vous voulez, dire rapidement, de l'atomisme antique, ce sont deux représentants de la philosophie matérialiste de l'atome, si vous voulez, sauf que l'un admet la liberté, un monde où il y a de la liberté, et l'autre a une vision beaucoup plus nécessitariste, c'est un matérialiste où tout est en quelque sorte déterminé. Et évidemment, ça c'est un point qui maintenant est assez bien connu dans l'histoire de la philosophie antique, mais qui ne l'était pas tant que ça à l'époque, parce que déjà l'accès au texte d'Épicure était très complexe. Il n'y avait pas de vraie édition sérieuse des œuvres d'Épicure à l'époque où Marx a fait sa thèse de doctorat. Et Marx a voulu mettre en avant justement la figure d'Épicure comme étant un penseur de la liberté. Et je dirais que ça c'est quand même quelque chose d'important, parce que le fait que Marx soit parti de cette question de la liberté a évidemment quelque chose de très important. Alors voilà, donc il va recevoir en 1841 son titre de docteur.
mais disons précisément parce que dès cette époque, hein, il est très lié à ce milieu, comme je vous l'ai dit, un peu subversif du jeune hegelianisme. L'espoir d'une carrière universitaire était à peu près nul pour lui, hein. Il n'y avait aucun espoir de carrière universitaire. Et donc, malgré le fait qu'il ait ce titre de docteur, eh bien, il va se tourner vers autre chose assez rapidement, d'autant plus que, en 1840, voilà, au début des années 1840, il y a un durcissement du régime prussien, parce qu'il y a arrivé sur le trône d'un nouveau roi, hein, sur le trône de Prusse, hein, le roi Frédéric Guillaume IV, qui va serrer la vis en quelque sorte. Hein, donc, encore moins de chances d'avoir une carrière universitaire. Et donc, ce qui va s'ouvrir comme perspective, donc il va quitter Berlin et retourner en Rhénanie, et plus précisément à Cologne, eh bien, c'est le journalisme. Marx va d'abord commencer par diriger un journal libéral, un journal libéral au sens du libéralisme politique, hein, qui évidemment est tout à fait progressiste par rapport au vieux régime prussien. La question de la liberté de la presse va être quelque chose d'absolument central dans ces années-là, et le restera d'ailleurs, puisque la question du journalisme chez Marx est une question tout à fait importante. Hein. Marx a été à plusieurs reprises au cours de sa vie à la tête de journaux, s'est battu pour faire exister une presse critique, et donc ça c'est évidemment quelque chose de très important. Et donc en 1842, à Cologne, hein, il va prendre la tête de ce journal libéral qui s'appelle la Gazette rhénane. Alors évidemment, c'est l'occasion pour lui de s'essayer véritablement au journalisme. Hein. On a de beaux articles de presse, hein, de sa part. Surtout hein, de s'intéresser à des domaines auxquels il n'avait pas véritablement eu l'occasion de s'intéresser auparavant, c'est-à-dire aux questions sociales en fait. Parce que, ouais, vous voyez, avec le panorama que j'ai tracé jusqu'à présent, il s'était intéressé à beaucoup de choses, mais il n'avait pas eu encore beaucoup l'occasion de s'intéresser aux questions sociales, et c'est véritablement à travers son activité de journaliste qu'il va découvrir ces questions-là sous différentes formes, hein, mais par exemple, il va avoir l'occasion d'écrire sur la misère des petits vignerons de sa région natale, hein, des vignerons de la Moselle. Il va avoir l'occasion d'écrire à ce sujet-là, où il y a un de ses premiers articles importants, hein, sur les lois qui, en Prusse, punissaient le ramassage des brindilles sur les grands domaines seigneuriaux. Hein. Vous voyez, on pouvait même pas ramasser, les pauvres ne pouvaient même pas ramasser les brindilles pour pouvoir s'en servir. Et donc, il y a toute une analyse là-dessus, sur justement aussi la question des biens communs, qui est déjà très présente à cette occasion-là. Et donc il va comme ça pendant plusieurs mois mener ce travail de journaliste. Mais évidemment, le journal est quand même un journal critique, oppositionnel, hein, par rapport au régime, et donc ça ne va pas pouvoir durer très longtemps avant que la censure ne fasse son œuvre. Et non seulement la censure va faire son œuvre, mais Marx va être lui-même contraint de partir, de s'exiler. Hein, et ça va commencer en 1843. Commencer en 1843 parce que ça ne va jamais s'arrêter. Hein, ça ne va jamais s'arrêter. La vie de Marx est la vie d'un exilé. Il ne retournera jamais, hormis pendant une courte période, hein, vivre en Allemagne. Il finira sa vie, comme vous le savez peut-être, en Angleterre,
où en fait il va passer l'essentiel de sa vie. Hein. Marx est presque plus un penseur londonien qu'un penseur allemand, hein, de ce point de vue-là, puisque c'est là qu'il a passé la majeure partie de sa vie. Mais cette condition d'exilé qui va le conduire à être ballotté sans cesse entre l'Allemagne, la France, la Belgique et l'Angleterre, eh bien, c'est pas quelque chose d'accidentel hein, dans son parcours. Ça va durablement marquer son œuvre, je crois. Et donc, la première destination de son parcours d'exilé, c'est ici, c'est Paris. C'est la France et c'est Paris. Et c'est pas très loin d'ailleurs hein, qu'il va s'installer à la fin 1843, hein, près de la rue Vaneau, là, vous voyez, dans le 6e. Et donc, il va s'installer par là, et il va essayer de fonder une nouvelle revue, hein, avec quelqu'un qui s'appelle Arnold Ruge, hein, une revue qui s'appellerait Les Annales franco-allemandes, et qui aurait pour objectif de rassembler en quelque sorte le meilleur des contributions françaises et allemandes en la matière. Alors, il faut voir que lorsque Marx arrive à Paris, Marx fréquente à Paris surtout des Allemands. Hein. C'est ça qui peut paraître surprenant, mais il faut bien s'imaginer que dans le Paris des années 1840, il y a une communauté allemande d'exilés, beaucoup d'artisans notamment, hein, qui est extrêmement importante hein, numériquement. Hein. C'est des dizaines de milliers hein, d'Allemands qui vivent à Paris. Et c'est d'abord hein, dans ce milieu-là, c'est pour ça que voilà, Marx a publié dans une revue de langue allemande. Il y a des journaux de langue allemande à Paris, des journaux révolutionnaires de langue allemande à Paris. Je dirais que ce travail-là, hein, qui va le mener donc à publier le seul numéro en fait hein, de cette revue qu'il a fondée, hein, les Annales franco-allemandes, en 1844. Hein, bon, ça ne durera pas, mais c'est l'occasion pour lui d'écrire un certain nombre de textes tout à fait importants, notamment un texte assez célèbre, hein, puisque c'est dans ce texte des Annales franco-allemandes qu'on trouve cette fameuse phrase sur l'opium du peuple. Hein, c'est là-dedans, hein, dans une introduction de la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, hein, qui est un texte court qu'il publie dans les Annales franco-allemandes à Paris en 1844. C'est dans ce texte et dans les textes qu'il écrit dans cette conjoncture, je dirais, qu'on voit vraiment s'esquisser la perspective nouvelle hein, qui va l'occuper jusqu'à la fin de sa vie, qui est celle d'une révolution hein, dont l'acteur principal serait le prolétariat, hein, puisque c'est aussi dans ce texte que je viens d'évoquer que la figure du prolétariat, sous une forme qui est encore un peu abstraite, fait véritablement son apparition pour la première fois en tant qu'acteur historique majeur du processus révolutionnaire à venir. Hein. Ça, c'est quelque chose qui se fait à Paris, en fait. Ça se fait à Paris, et ça n'est pas pour rien, parce que c'est aussi à Paris, alors évidemment, comme je vous dis, d'abord, c'est de façon un peu abstraite, mais c'est à Paris que Marx, pour la première fois, va entrer véritablement en contact avec ce milieu que j'évoquais, des petits artisans allemands qui cherchent à s'organiser, hein, qui créent des organisations révolutionnaires. Hein. Et c'est pour la première fois à Paris que Marx va fréquenter ce milieu-là. Hein.
bon, c'est évidemment quelque chose d'important parce que Marx passe d'un intérêt pour les questions sociales qui était, comme je vous l'ai dit, qui est né surtout quand il s'est lancé dans le journalisme à Cologne, mais qui était évidemment qui avait la forme un peu distante de celui qui observe un peu de loin. Et là, Marx va se plonger véritablement dans ce mouvement ouvrier naissant. Hein. Il va se plonger dans ce mouvement ouvrier naissant. Et ces rencontres-là, qui sont des rencontres en chair et en os, hein, vont beaucoup marquer son œuvre et sa vie, puisque c'est à partir de ces rencontres-là qu'il va véritablement s'engager, si l'on veut, ou en tout cas s'impliquer dans les organisations du prolétariat naissant. Hein. Alors, c'est aussi à Paris, en 1844, qu'il va se lier d'amitié avec Friedrich Engels, hein, qu'il a rencontré furtivement déjà, mais la vraie rencontre, la rencontre décisive, se fait ici à Paris en 1844. Hein, Friedrich Engels, évidemment, compagnon de toujours, hein, puisque à partir de là, ils ne vont plus se quitter ici, physiquement oui, mais parce qu'ils vont pendant des années ne pas vivre au même endroit, mais ils vont travailler ensemble et construire leur conception ensemble jusqu'à la fin de la vie de Marx. Et le rôle d'Engels est extrêmement important, notamment, alors je le dis aussi parce que souvent une figure négligée, et puis comme on parle de bicentenaire, peut signaler que le bicentenaire d'Engels, c'est cette année, hein, puisque voilà, moins célébré, moins mis en avant que celui de Marx il y a 2 ans, mais Engels était né en 1820, donc on célèbre cette année son bicentenaire, et c'est aussi un penseur qu'il vaut la peine de redécouvrir. Donc, Engels, pourquoi est-ce qu'Engels va apporter quelque chose de très important? Parce que Engels va il écrit lui aussi un texte dans les annales franco-allemandes, et dans les annales franco-allemandes, Engels, lui, écrit un premier texte de critique de l'économie politique. Et alors ça, c'est évidemment un aspect décisif, puisque jusque-là, Marx n'avait pas eu l'occasion de se confronter directement aux questions économiques. Hein. Il avait l'occasion de découvrir un petit peu la misère de son milieu natal, mais pas aux grandes questions économiques, pas aux lectures des économistes, et surtout pas à ce que la modernité capitaliste industrielle pouvait donner à voir, hein, je dirais. Ça, c'est véritablement Engels, pour une raison simple, hein, c'est que Engels va assez jeune, hein, et donc avant même de rencontrer Marx, aller vivre pendant plusieurs années, 2 ans, hein, un peu plus de 2 ans, à Manchester, en Angleterre, et donc, parce que son père le père d'Engels était un fabricant textile, hein, donc il possédait plusieurs usines textiles dans la région natale d'Engels, hein, c'est-à-dire l'actuel Wuppertal, hein, et aussi en Angleterre, à Manchester, qui était à l'époque, hein, surnommé, vous savez, Cotonopolis, hein, parce qu'il y avait tellement d'usines de textiles que voilà, c'était vraiment la ville du coton. Et Engels, dans ce contexte, hein, va découvrir ce qui est évidemment la pointe avancée, hein, du capitalisme du milieu du XIXe siècle. J'avais pu dire que, d'une certaine façon, la modernité était présente dans les régions rhénanes
de l'Allemagne par rapport, disons, à la Prusse historique, un peu arriérée, si vous voulez, des provinces orientales, et que donc il y avait la modernité qui s'y faisait sentir d'une certaine façon, mais rien de comparable, surtout du point de vue industriel, avec l'Angleterre. L'Angleterre, c'est évidemment une toute autre dimension. Et Engels, lui, la découvre avant Marx et l'a fait découvrir à Marx d'une certaine façon. Il l'a fait découvrir à Marx et il lui fait aussi découvrir les auteurs, les économistes qui ont cherché à penser cette question nouvelle qu'est la question du capitalisme. Et ces économistes, ce sont les économistes britanniques, les économistes classiques. Notamment, évidemment, il y a deux noms qui sont extrêmement importants, Adam Smith, évidemment, et David Ricardo. Et Engels, lui, au moment où Marx ne les a pas encore vraiment lus, a déjà écrit un texte de critique de l'économie politique, et ça va marquer beaucoup Marx. Et à partir de là, à partir de 1844, donc, et c'est notamment à la faveur de cette rencontre décisive avec Engels, Marx va aussi se mettre à lire et à critiquer les économistes classiques. Et on le voit à l'œuvre dans un manuscrit que Marx rédige, dans des manuscrits plutôt qu'un manuscrit, des manuscrits que Marx rédige justement à Paris au cours de l'année 1844, qu'on appelle les manuscrits de 1844 en général, et où on trouve une première confrontation avec l'économie politique. Et cette confrontation se fait d'abord sous un angle qu'on peut dire véritablement philosophique, un angle très marqué par l'humanisme, l'humanisme en l'occurrence de Ludwig Feuerbach. Alors bon, je ne peux pas... parce que je vois que l'heure tourne et que je suis qu'en 1844, donc je ne peux pas... que j'arrive qu'en 1883, donc je ne veux pas résumer. Voilà. Disons que Marx va chercher à utiliser les outils philosophiques, conceptuels, hérités notamment de Feuerbach, pour critiquer l'économie politique classique. Et on trouve à l'œuvre, dans ces manuscrits, pour la première fois, à la fois une critique de la propriété privée et une théorie du processus d'aliénation qui se joue dans la sphère du travail. C'est ce qu'on trouve. Alors, c'est hérité de Feuerbach parce que Feuerbach était, disons, l'un des penseurs, notamment dans un de ses textes les plus célèbres, qui s'appelle L'essence du christianisme, qui est un texte de 1841, de l'aliénation religieuse. Et Marx va, d'une certaine façon, par un certain nombre de déplacements, mettre à profit cette théorie de l'aliénation qui était d'abord pensée pour critiquer la religion, eh bien l'appliquer à la sphère du travail et de l'économie. Alors voilà, donc ça, vous voyez à quel point Paris est important. C'est très très important pour Marx. C'est un moment décisif dans son parcours. Mais il n'y reste pas très longtemps. Il arrive fin 1943 et il est expulsé de Paris par Guizot en début 1845, et par Guizot, mais à la demande du roi de Prusse, très, très nettement. Et donc, il part s'installer en Belgique, à Bruxelles. Où il va d'ailleurs être assez rapidement rejoint par Engels. Et à Bruxelles aussi se jouent des choses très importantes, puisque c'est à Bruxelles, avec Engels, qu'il va, pour mettre en place, je dirais, les grandes lignes de ce qu'on va appeler par la suite sa conception matérialiste de l'histoire. Puisque c'est à cette époque que sont rédigés cet ensemble de manuscrits assez un peu inextricables qu'on appelle l'idéologie allemande.
l'idéologie allemande et conception matérialiste de l'histoire qu'on peut peut-être résumer de la manière suivante, hein, dont l'idée centrale, c'est que ça n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience, d'une certaine façon. Hein. Donc, il faut d'abord que les conditions matérielles, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le domaine des idées, il faut regarder ce qui se passe dans le domaine de la production matérielle. En gros, je fais évidemment très rapide, mais disons que l'idée force de l'idéologie allemande, c'est l'idée selon laquelle c'est la production matérielle qui est la condition de possibilité de toute histoire humaine. Hein, et que donc on ne peut pas comprendre l'histoire humaine si on ne comprend pas ce qui se passe du côté de la production matérielle, et pas de la production matérielle en général, mais d'une production matérielle historiquement différenciée, hein, avec des formes spécifiques, des modes de production spécifiques. Et c'est à partir de cette histoire de la production matérielle qu'on peut seulement expliquer, hein, l'émergence des idées dominantes. En gros, c'est ça la préoccupation centrale de Marx et d'Engels dans l'idéologie allemande. Ce qui va les conduire, ou qui marque d'une certaine façon leur rupture avec justement cet environnement jeune hegelien dont j'avais parlé, qui a joué un rôle très important dans leur parcours à tous les deux, d'ailleurs pas seulement Marx, hein, mais aussi dans celui d'Engels. Disons que ça va les conduire à formuler une critique sévère, à bien des égards pamphlétaire, d'une certaine manière de faire de la philosophie. Hein, une manière de faire de la philosophie décorrélée, justement, de ce qui se passe dans le monde matériel réel, hein, si vous voulez. Et donc, c'est pour cette raison que se joue une sorte alors, est-ce qu'il faut le dire, une rupture, une coupure, une transformation de la conception de la philosophie. C'est évidemment l'objet de discussions très longues de la part des commentateurs, et avec des perspectives très variées. Hein. En tout cas, c'est à ce... il y a une critique de la philosophie la philosophie telle qu'elle existe, hein, qui se met en place, aussi bien parce que c'est un discours jugé trop abstrait, qui ne prend pas suffisamment en compte ce qui se passe dans la production matérielle, mais aussi parce que, pour reprendre la formule de la 11e thèse sur Feuerbach, qui est rédigée à peu près dans ce contexte-là, hein, en 1845, parce que jusqu'à présent, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières, mais que ce qui importe, c'est de le transformer. Hein, c'est de le transformer. Alors, ça, c'est évidemment ce qui va être l'élément le plus net, je dirais, à partir de 1846. Hein, à partir de 1846, parce que Marx s'engage véritablement au cœur du mouvement ouvrier. Hein. Il s'engage au cœur du mouvement ouvrier en participant à d'abord la constitution d'un comité de correspondance communiste à Bruxelles, puis il va devenir membre d'une organisation qui s'appelle la Ligue des Justes, hein, une organisation révolutionnaire qui rassemble des ouvriers, des artisans essentiellement allemands, hein, dans différentes villes d'Europe, puisque, voilà, je vous l'ai dit, hein, ce monde de l'émigration allemande est un peu présent partout. Et en 1847, cette organisation va se transformer, notamment un peu sous l'impulsion d'ailleurs, en partie sous l'impulsion de Marx et d'Engels, de Ligue des Justes qu'elle s'appelait, en Ligue des communistes. Et c'est dans le contexte de cette transformation, à laquelle Marx et Engels vont prendre une part très active, eh bien qu'ils vont être mandatés par le
deuxième congrès de cette nouvelle organisation qu'est la Ligue des communistes pour rédiger un texte que vous connaissez, qui s'appelle le Manifeste du Parti communiste, qui va être rédigé sous sa forme définitive au tout début de l'année 1848, ce qui paraît en février 1848. Alors évidemment, le Manifeste du Parti communiste, un des textes politiques les plus diffusés dans le monde maintenant, a été d'abord un texte assez confidentiel. Il a fallu beaucoup de temps pour que ça devienne un texte très connu, mais au moment de sa parution, ça passe assez inaperçu, pour être tout à fait honnête. Et alors évidemment, il y a une force dans ce texte, une force très... Voilà, il y a des formules très frappantes. En quelques pages, les auteurs décrivent cette grande dynamique de polarisation de la société en deux classes antagonistes, deux grandes classes antagonistes, dynamique de polarisation, puisqu'elle n'est pas réalisée, mais elle est en cours de réalisation, que la bourgeoisie et le prolétariat, et avec l'idée qu'une sorte d'extension phénoménale du capital à toutes les sphères de la vie. Et bon, évidemment, c'est un texte fascinant parce que si l'on regarde quelle était la situation au milieu du 19e siècle, on était encore loin finalement de ce que Marx disait. Oui, je vois que je suis encore en 1848, mais j'ai déjà fait 2 ans en 2 minutes. Là. Et donc, 1848, voilà, bon, il y a une force, je dirais, d'anticipation dans ce texte. C'est ça qui est le point qui m'intéresse. Et autre point important, à mon avis, c'est le cap que se fixe le manifeste du Parti communiste, celui de la société sans classe, et donc de cette société communiste qui est appelée à prendre la relève de la société capitaliste au terme d'un processus révolutionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment la manière dont cette société est pensée. Une formule très intéressante, c'est celle d'une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Pas le contraire, bien compris, le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Il ne faut pas la lire à l'envers. Et ça, c'est évidemment une phrase très, très importante, parce que ça permet déjà de voir que la place centrale que l'individu est appelé à occuper dans ce type de configuration sociale. Alors bon, je passe vite parce que je suis en retard. 1848, c'est quelques jours seulement après la publication du manifeste. C'est la révolution dans les rues de Paris, et puis après dans les rues de Berlin, dans les rues de Vienne, etc. Et donc, là, tout est bousculé, d'une certaine façon. Donc, Marx retourne en Allemagne, il se rend à Cologne, où il va fonder un nouveau journal, une nouvelle Gazette rhénane, qui essaye d'être l'organe de la démocratie en Allemagne. Et donc, il va participer activement à cette dynamique révolutionnaire, mais qui va se refermer quelques temps plus tard, puisque aussi bien en Allemagne que dans d'autres pays, dans les autres pays d'Europe, la révolution va vite être relayée, va succéder à la dynamique révolutionnaire, à la dynamique de la contre-révolution. Et le journal, d'ailleurs, la nouvelle Gazette rhénane, qu'il anime à Cologne, va cesser de paraître en mai 1849. Alors, je fais vite. En 1949, Marx va s'exiler à Londres avec sa famille, donc dans ville dans laquelle il va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, demeurer jusqu'à la fin de sa vie. Et si vous voulez, dès le milieu des années 1850,
il va constater que, disons, la phase révolutionnaire de 1948 est close, et que la réactivation du processus révolutionnaire n'est pas pour tout de suite, quoi, hein. Il va falloir patienter un peu. Alors, d'une certaine façon, c'est un moment, cette phase de reflux du mouvement révolutionnaire qui est très net dans les années 1850, et du reflux du mouvement ouvrier de manière générale. Eh bien, cette phase-là va être mise à profit par Marx, puisqu'il se trouve à Londres et qu'il a à sa disposition la bibliothèque du British Museum, et il va pouvoir mener à bien tous ces travaux, alors évidemment qu'il n'achèvera jamais, mais ça c'est sa spécialité, hein, de ne pas achever les choses. Et donc il va pouvoir étudier de très près, de beaucoup plus près qu'auparavant, hein, l'économie politique. Et il va se lancer dans un grand projet de critique de l'économie politique qui connaît plusieurs phases et qui va déboucher sur la publication en 1867 du premier livre du Capital. Hein, du premier livre du Capital, seul livre publié par Marx de son vivant, hein, puisque les livres 2 et 3 resteront à l'état de manuscrit, qu'Engels publiera après sa mort, mais Marx n'aura jamais l'occasion de les achever. Hein. Alors c'est évidemment quelque chose de très important qui se joue dans ce texte-là, hein, puisque ce que cherche à dévoiler Marx dans le livre 1 du Capital, c'est la logique même de l'exploitation capitaliste. La logique même de l'exploitation capitaliste, puisque, bon, je fais évidemment en très rapide, mais la logique de l'exploitation capitaliste suppose, aux yeux de Marx, la réduction de la force de travail du prolétariat au statut de marchandises, qui sont contraints de vendre quotidiennement sur un marché pour pouvoir subsister. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est le cœur de la conception développée par Marx dans le Capital, c'est l'idée selon laquelle cette force de travail, elle est en capacité de créer une quantité de valeur plus grande, hein, que celle des marchandises nécessaires à sa propre reproduction. Et ce caractère un peu miraculeux de la marchandise force de travail, c'est ce qui fait qu'elle est une sorte de poule aux œufs d'or, hein, pour les capitalistes. Hein. Ça, c'est évidemment le cœur de l'exploitation capitaliste. Hein. C'est le fait que, précisément, comme elle est capable, la force de travail, de créer une quantité de valeur plus grande que ce qu'elle coûte, hein, elle permet donc que soit réalisée ce qu'on va appeler une survaleur ou une plus-value, selon la traduction qu'on utilise. C'est le terme de plus-value qui est le terme le plus célèbre. Hein. Et c'est cette plus-value réalisée, cette survaleur réalisée, et accaparée par le capitaliste, qui constitue, aux yeux de Marx, la source du profit. Donc c'est bien dans la mise en œuvre de la force de travail, hein, la contribution gratuite offerte par le travailleur au capitaliste, que se trouve, eh bien, l'explication de la dynamique générale de l'exploitation capitaliste. Alors évidemment, ça c'est quelque chose de tout à fait central. Alors je vais plus vite pour conclure, mais à partir de cette période-là, hein, dans les années 1860, le mouvement ouvrier va connaître un essor tout à fait nouveau. Disons que ça va jouer un rôle extrêmement important. Hein. En 1864 est créée à Londres l'Association internationale des travailleurs, hein, ce qu'on appelle la première internationale,
Marx joue un rôle très actif dans cette association internationale des travailleurs. Il est membre de son conseil général pendant plusieurs années, jusqu'au début des années 1870. Et c'est à travers cette première internationale que se constitue pour la première fois un réseau assez conséquent, du mouvement ouvrier international. C'est aussi là que se jouent des grands débats du mouvement ouvrier, dans lesquels Marx prend une part très active, notamment la fracture entre les communistes et les anarchistes se joue en grande partie dans ces années-là à travers la confrontation entre Marx et Bakounine. Je résume évidemment à outrance, mais c'est évidemment quelque chose qu'il faut retenir. Mais surtout, et ça c'est vraiment ce qui va être très net dans les années 1870, en Allemagne va se constituer à partir surtout des années 1870, un parti ouvrier de plus en plus puissant, qui s'unifie et qui devient de plus en plus puissant, qui est le futur le parti ouvrier social-démocrate, qui deviendra ensuite le SPD. Et ce parti ouvrier socialiste d'Allemagne va évidemment être un lieu une occasion d'intérêt pour Marx tout à fait centrale. Et Marx va être très lié aux dirigeants de ce parti, notamment à August Bebel et Wilhelm Liebknecht, avec qui il sera en correspondance très active, et donc il va s'impliquer beaucoup dans les affaires de ce parti. Alors, je conclus sur la fin de la vie de Marx, puisqu'il va mourir en 1883, à l'âge de 64 ans. Marx, lors de ses funérailles, il est encore assez peu connu, même si Engels commence à dire dans le discours sur sa tombe que sa disparition plonge dans le deuil des millions de travailleurs dans le monde, et comme il dit, depuis les mines de Sibérie jusqu'en Californie, etc. Mais c'est pas tout à fait le cas, en fait, à l'époque, au moment de la mort de Marx. Évidemment, il avait commencé à attirer l'attention du public, mais surtout, je dirais, à partir de la publication en 1871 de la guerre civile en France, qui est son adresse justement qu'il rédige au nom du Conseil général de l'AIT sur la Commune de Paris, puisqu'il prend la défense de la Commune de Paris, et ça, évidemment, ça avait déchaîné les foudres de la réaction un peu partout. Mais disons que c'est surtout après sa mort, et notamment grâce au travail d'Engels, que son œuvre va se diffuser et va connaître un essor fulgurant et une place centrale au sein du mouvement ouvrier. C'est d'abord à travers la social-démocratie, et notamment la social-démocratie allemande, qui va devenir, à la fin du XIXe siècle, l'un des partis ouvriers les plus puissants du monde, très organisé, très puissant, et évidemment, au cours du XXe siècle, dans le sillage de la Révolution d'octobre, mais pas seulement, puisque l'héritage de Marx va être tout au long du XXe siècle l'objet de controverses et de contestations. Mais évidemment, c'est une réception, disons, je conclus là-dessus sur
ce qu'est le marxisme finalement à partir de là, puisque bon, on cite souvent cette remarque qu'Engels dit que Marx aurait dite tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. D'une certaine façon, c'est évidemment vrai, mais ça ne rend pas sans doute justice à la complexité de ce qu'a été le marxisme, qui, dès le départ, en fait, a été un champ d'analyse, de réappropriation très contradictoire, et dès l'origine, ça a été l'occasion de controverses et de lectures qui sont plurielles. Et il me semble que, en tout cas, et c'est là-dessus que je conclurai, il faut partir de cette pluralité-là, et il faut toujours voir et s'intéresser à cette pensée, la pensée de Marx, dans les différentes appropriations qui en ont été faites, hein, sans chercher absolument à dégager un Marx pur et sans lien avec les appropriations qui en ont été faites, hein. Il faut plutôt partir de la pluralité de ces appropriations, voir où elles ont mené, voir ce qu'elles permettent d'apporter, mais surtout continuer, je pense, parce que c'est ce qui a été au fond l'ambition des marxismes, si on veut, hein. Ça a été de poursuivre sur différents terrains les analyses qui ont été celles de Marx. Et je pense que cette perspective-là, surtout de la part de quelqu'un qui n'était pas un amateur de la théorie pour la théorie, ou qui ne concevait pas la théorie sans l'appropriation populaire qui pouvait en être faite, je pense que c'est quelque chose c'est une démarche, en tout cas, quelles que soient après les formes que ça peut prendre, qui ne lui est pas infidèle. Et je pense que c'est la réflexion contemporaine qu'on peut avoir sur l'œuvre de Marx, elle doit passer par une mise en évidence de ces lectures possibles qui ont été faites de Marx à travers le marxisme. Voilà, bon, j'ai dépassé déjà de 10 minutes, donc je m'arrête. Il y a évidemment j'ai été plus rapide sur la fin, mais on peut continuer à en discuter et à approfondir les points que vous souhaiterez. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas parfaitement équipés pour passer un micro-baladeur au public. Donc la solution que je vous propose, c'est difficile, hein, le son est curieux. Bon. C'est que vous vous exprimiez, je tends le micro vers la salle et on va prendre peut-être une ou deux questions, enfin ça dépend, ou alors vous répondez immédiatement. Donc, voilà, monsieur, vous avez levé la main. Je voulais juste demander si sa thèse de philosophie sur Épicure et Démocrite est accessible en français. Elle l'est. Merci. Voilà, vous avez eu la réponse, elle l'est. Oui, comme on a fait un cycle de l'université populaire sur la commune, est-ce que vous pourriez dire deux mots sur les textes de Marx, enfin les réactions de Marx sur la commune? Et puis deuxième question, ce qui est plutôt un commentaire, pour tous ceux qui s'intéressent au marxisme dans le tiers-monde, c'est... là, vers 1980, il y a eu toute une controverse sur les réponses de Marx à Vera Nasoulić. En gros, enfin, vous direz mieux que moi, mais en gros, c'était de savoir si on pouvait passer directement de la commune
rurale de Russie directement au socialisme sans passer par le capitalisme. Et en gros, on a les brouillons de la réponse de Marx à Vera Zasulich qui sont compliqués. Enfin, on voit l'embarras de Marx à répondre à cette question. Donc c'est pour montrer que ce n'est pas du tout quelque chose de linéaire dans sa pensée. Voilà. Voilà. Alors oui, du coup, j'en profite pour indiquer la référence pour la thèse de doctorat. L'édition où vous pouvez la trouver sans difficulté, c'est dans les œuvres de Marx dans la Pléiade. Dans les œuvres de Marx dans la Pléiade, vous avez ça, c'est dans le tome 3. Vous avez la thèse de Marx traduite en français. Alors, ce que je peux vous dire sur... Alors, parce que, bon, c'est bien parce que j'avais prévu initialement de dire quelques mots à la fois sur la Commune et sur Vera Zasulich, mais comme je n'ai pas eu le temps, puisque vous avez vu que j'ai été expéditif sur les années 1870 et début des années 1880. Alors, sur la Commune, effectivement, c'est un élément qui est extrêmement important. C'est un élément qui est extrêmement important parce que Marx va consacrer, je dirais, à la Commune, une analyse, donc dans un texte que j'ai évoqué, mais très brièvement, qui est la guerre civile en France, qui est écrit... alors, bon, on a plusieurs... Là aussi, on a, comme la lettre à Zasulich, il y a un peu d'embarras et plusieurs brouillons. Mais il y a une version définitive et publiée, mais qui, en gros, est adoptée par le Conseil général de l'AIT quelques jours seulement après la semaine sanglante. Quelques jours seulement après la semaine sanglante. Et alors, il y a, je dirais, deux choses, enfin, il y a énormément de choses très intéressantes à dire sur ce texte. La première, c'est que Marx considère que la Commune de Paris constitue une sorte de préfiguration du communisme. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Il dit il y a de multiples interprétations possibles de la Commune de Paris. L'élément décisif, c'est que ça a été un gouvernement de la classe ouvrière, hein, ils utilisent le terme, et il dit vous voulez savoir ce que c'est que du communisme, regardez la Commune de Paris, vous saurez ce qu'est le communisme. Alors bon, donc ça c'est évidemment une manière de réinscrire, je dirais, ça dans la pratique réelle du mouvement des communards, dans lequel, comme vous savez, il n'y a pas grand monde qui est véritablement sur les positions de Marx, hein. Bon, un peu Frankel, voilà, mais sinon c'est quand même surtout soit des blanquistes, soit des gens plutôt proches de Proudhon, enfin ça, voilà. Mais bon, en tout cas, il y a une volonté de donner une importance qui est pas simplement une importance anecdotique, mais une importance historique et théorique à ce phénomène qu'est la Commune de Paris, puisque c'est pas juste un gouvernement de la classe ouvrière, c'est le premier gouvernement de la classe ouvrière. Donc, si on compare de ce point de vue-là la dynamique des révolutions de 1948, telles que Marx les analyse, avec justement 1871, on est dans une dynamique assez inverse. C'est-à-dire que Marx reproche aux révolutions de 48 d'avoir voulu refaire 1789, d'avoir voulu refaire les vieilles révolutions, d'une certaine façon, alors qu'il voit dans 1871, dans la Commune de Paris, une préfiguration du cycle révolutionnaire de l'avenir. C'est disons, 48, c'est un peu la dernière révolution du passé, d'une certaine façon, et 1871, c'est la première révolution de l'avenir. Je caricature un peu, mais c'est un peu cette idée-là qu'on peut y trouver. L'autre aspect très important, c'est que l'analyse et l'observation de la Commune de Paris va conduire Marx à
opérer un déplacement à l'intérieur de sa propre théorie, notamment sur le rôle de l'État. Sur le rôle de l'État, et il va le dire lui-même, que comparé, disons, au schéma qui était celui encore du manifeste du Parti communiste, Marx dira, à travers la Commune de Paris, ce qu'on a compris, Engels et moi, c'est que la classe ouvrière ne pouvait pas s'emparer comme ça du pouvoir d'État, comme si c'était un instrument neutre, et qu'on pourrait utiliser, en tout cas dans la première phase du processus révolutionnaire, comme c'est un peu présenté dans le manifeste du Parti communiste, dont on pourrait s'emparer et faire fonctionner, que la classe ouvrière pourrait faire fonctionner à son propre compte. Ce que, d'une certaine façon, la Commune de Paris a montré, c'est que la classe ouvrière doit et peut, dès le départ, en fait, dès le moment, le premier moment révolutionnaire, subvertir les logiques étatiques. Ça, c'est un élément très, très important. Et donc, c'est aussi pour ça que Marx s'intéresse peut-être plus qu'ailleurs, parce que c'est aussi parce que c'est quelque chose de nouveau, sans doute, qu'il n'avait pas pris suffisamment en compte, aux logiques de démocratie directe très poussée qu'on pouvait trouver dans la Commune de Paris. Il s'intéresse à ces choses-là, y compris à la question un peu de l'autonomie municipale par rapport au pouvoir d'État, ces choses-là. Donc il y a vraiment une importance de ce point de vue-là de la Commune de Paris. Bon, là j'ai donné quelques exemples, mais c'est vraiment un événement fondateur. Alors, lettre à Vera Zassulitsch, 1881, donc 10 ans plus tard, effectivement, alors bon, vous avez déjà dit l'essentiel, mais c'est un point très intéressant parce que bon, il y a beaucoup justement dans les études récentes sur Marx, très récentes, il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent un peu au tout dernier Marx, parce que la correspondance avec Vera Zassulitsch, donc c'est 1881, très peu de temps avant la mort de Marx. Et ça s'inscrit, je dirais, de manière plus générale dans une réflexion sur le rôle de la Russie. Sur le rôle de la Russie. Bon, après, il y a évidemment sur le rôle, je dirais, des sociétés non occidentales, ou en tout cas des sociétés non capitalistes. Je me permets de conseiller sur cette question de manière plus générale, sur Marx et les sociétés non occidentales. Il y a une somme théorique qui a été faite par un chercheur états-unien qui s'appelle Kevin Anderson, qui a été traduite en français il y a quelques années, je sais pas, il y a peut-être 5-6 ans, qui s'appelle Marx aux antipodes. Et qui est une étude extrêmement minutieuse de toutes ces questions-là et de tous les textes. Alors il y a évidemment, il est aussi question de cette affaire de commune russe. Alors, quel est le problème ? En fait, le problème, c'est que, pour résumer un peu, c'est que Vera Zassulitsch écrit à Marx en lui disant voilà, mon cher Marx, nous, militants socialistes de Russie, nous vivons dans une société pré-capitaliste, avec des logiques de production qui sont pour l'essentiel encore féodales. Que devons-nous faire ? Devons-nous nous battre pour l'instauration du capitalisme ? Puisque, alors évidemment, tout ça renvoie, c'est des choses que je n'ai pas eu l'occasion de développer peut-être de manière suffisamment approfondie dans mon exposé, mais à la question de savoir si, dans le cadre du développement historique des sociétés humaines, on doit en passer, bon, vous l'avez dit, par un schéma en quelque sorte un peu unique de développement, où on passerait d'un mode de production esclavagiste à un mode de production féodal, puis à un mode de production capitaliste, puis à un mode de production communiste, etc.
idée que pouvait un peu laisser penser, notamment un texte qui est devenu assez célèbre, qui est l'avant-propos de 1859, un texte de Marx qui s'appelle « La contribution à la critique de l'économie politique », qui est une première version de sa critique de l'économie politique, deux premiers chapitres qu'il avait publiés en 1859, et où on pouvait avoir cette impression-là. Néanmoins, et donc avec l'idée d'un schéma linéaire que toutes les sociétés seraient appelées à suivre, et donc dans le cas de la Russie par exemple, est-ce qu'il faut, puisqu'on n'est pas encore dans le capitalisme, il faut d'abord passer par le capitalisme, et ensuite seulement on peut espérer s'occuper du communisme, parce que ça n'a pas de sens avant. Et donc effectivement Marx est un peu embêté par cette affaire-là, parce que il y a des décalages liés aussi aux communications entre les sociétés, hein, précisément parce qu'en Russie, se développe, alors même qu'il n'y a pas un mode de production capitaliste, se développe déjà un mouvement révolutionnaire socialiste ou communiste. Et donc ça, évidemment, ça lui pose ça le fait s'interroger sur des questions nouvelles. Alors, effectivement, dans le cas russe, c'est cette structure agro-patriarcale de propriété en partie, enfin propriété villageoise en partie commune, qui est l'objet de beaucoup de fantasmes en fait au XIXe siècle, cette communauté, parce que c'est toute une réflexion aussi sur le statut de est-ce qu'il y a une sorte de communisme primitif, etc. C'est une question vaste que, par exemple, Engels reprendra sous d'autres formes en 1884 dans l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Mais dans le cas russe, est-ce qu'on a affaire à une sorte de survivance du communisme primitif qui pourrait servir de levier au mouvement révolutionnaire? Ça, c'est une question qui est très difficile à déterminer. Et donc Marx hésite un peu sur cette question-là. Il considère que c'est finalement à ça qu'il aboutit après plusieurs réécritures, à l'idée que peut-être que ça peut fonctionner à condition qu'il y ait un mouvement révolutionnaire par ailleurs, disons, qui permette cette transformation-là, que ce soit accompagné, parce qu'évidemment, c'est aussi la question de savoir comment peuvent s'articuler les mouvements révolutionnaires dans les différents pays. Et donc, il y a ça aussi dans la préface de 1882 à l'édition russe du Manifeste du Parti communiste, pour sauver la commune russe, il faut une révolution russe, qui est le dernier texte publié par Marx de son vivant. Il y a cette réflexion-là qui se met en place, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, et puis il est obligé de le faire, je dirais, à partir des informations un peu dont il dispose. Les travaux ethnographiques sur la commune russe valent ce qu'ils valent. Donc c'est vrai que c'est compliqué à déterminer, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que Marx, dans la dernière partie de sa vie, s'est beaucoup intéressé à la Russie. Il a appris le russe pour pouvoir lire la documentation en langue originale. Ça c'est très net. Et il a vu, en tout cas, dans la société russe, quelque chose qui pourrait être un élément décisif dans le processus révolutionnaire. Alors, moi, j'ai une question peut-être un peu difficile, mais qui me semble importante, ou essentielle même, à moi en tout cas. Au XXe siècle, quoi qu'on en dise, les interprétations dominantes de Marx sont celles de Lénine et de Staline. C'était le marxisme officiel, dominant, celui de Lénine, puis celui de Staline. Celui de Lénine. Donc, que pensez-vous de ces interprétations? Est-ce qu'elles étaient, celles de Lénine et celles de Staline, les mêmes? Est-ce qu'elles étaient
erronée des formations de Marx, ou simplement adaptation à des circonstances historiques. Voilà, pour moi, ça, c'est des questions tout à fait fondamentales. Oui, j'ai une remarque et une question. La remarque, c'est que merci d'avoir restitué Marx de manière aussi vivante, notamment en rappelant cet article que je ne connaissais pas du tout quand il était journaliste sur les vignerons rhénans, parce que du coup, en décrivant cette misère sociale, tout de suite j'ai fait le lien avec un article de Bourdieu, justement, qui lui aussi Béarnais a travaillé sur les paysans dans une misère psychologique parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de conjoint. Et ça me plaît bien qu'il y ait ce lien entre Bourdieu et Marx. C'est pas le seul. Ça, c'était la remarque. Alors, la question, c'est dans les interprétations du marxisme, on parle de l'austro-marxisme. Et bon, à part l'idée que c'est très centré sur l'autogestion, qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière comme homme, comme texte? Alors, bon, c'est une question évidemment vaste et difficile sur... Bon, d'autant moi je suis pas spécialiste de l'Union soviétique, et donc comme la question porte surtout sur Lénine et Staline, parce que bon après, disons que dans le marxisme de la Troisième Internationale, pour le dire rapidement, puisqu'encore une fois, l'interprétation... Alors c'est vrai que de fait, l'interprétation de Lénine a joué un rôle absolument déterminant, celle de Staline aussi. Numériquement, à l'échelle du XXe siècle, c'est indéniable. Après, il faudrait rajouter celle de Mao Tse-tung aussi, qui a joué un rôle pour une partie du monde tout à fait importante. Bon, mais pendant quand même une bonne partie du XXe siècle aussi, la Deuxième Internationale, c'est-à-dire la social-démocratie, pendant quand même une bonne partie du XXe siècle, s'est réclamée de la même façon de Marx. Hein. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en considération, même si de fait, je suis bien d'accord sur le fait que les interprétations de la Troisième Internationale ont joué un rôle majeur dans l'histoire du monde au cours du XXe siècle. Alors, est-ce qu'on peut réduire ça à une question déformation, continuité? C'est toujours une question délicate. Il y a la même question déjà entre Marx et Engels qui est souvent posée. Est-ce que Engels est déjà de la déformation de Marx ou pas? En tout cas, Engels après la mort de Marx. Alors, Lénine, on va prendre les choses dans l'ordre. Lénine, il y a de fait une volonté explicite d'adaptation de Marx à différents égards. Adaptation parce que Lénine considère que, disons, il intervient et il écrit dans un contexte, disons, d'un capitalisme différent, avec une réflexion sur voilà, la question du capitalisme de monopole par rapport au capitalisme concurrentiel. Alors, Lénine, pendant quand même une partie non négligeable de son activité politique, eh bien, c'est un social-démocrate. Hein. Avant 1914, c'est un social-démocrate. Il est membre du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Il va chercher à adapter aux conditions de la lutte révolutionnaire dans le régime tsariste, eh bien
les possibilités d'organisation du prolétariat. Donc bon, il y a des choses évidemment qui sont des éléments qui sont poussés plus loin, mais je pense qu'il y a évidemment des continuités. Il y a des continuités dans l'héritage. Staline, je dirais, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il y a quand même une rupture entre la pratique de gouvernement. Parce qu'après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on réfléchit au niveau de la théorie ou de la pratique politique? Dans le cas de Staline, il y a les écrits publiés sous le nom de Joseph Staline qui, à ma connaissance, pour un certain nombre d'entre eux, ne sont pas de Staline, mais ils ont été publiés et dit c'est Staline qui les a écrits, mais il avait des gens qui écrivaient ça pour lui. Mais après, c'est surtout c'est surtout le dirigeant de l'Union soviétique. Donc, après, évidemment, je pense que dans la pratique extrêmement autoritaire et meurtrière du pouvoir d'État de Staline, il n'y a pas de point commun avec la conception de la pratique révolutionnaire qui était celle de Marx. Ce qui n'empêchait pas évidemment Staline de récupérer des morceaux de phrases de Marx, comme on peut toujours le faire. Donc moi je dirais que à mon avis, autant je pense que Lénine peut être considéré comme un véritable théoricien, autant Staline était pas vraiment un théoricien, et après évidemment dans sa pratique politique, c'est évidemment pas du tout ce que Marx avait en tête. Si je reprends quand même ce que j'ai dit tout à l'heure quand je parlais du manifeste du Parti communiste, une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Je pense que c'était pas véritablement ce que Staline avait en tête entre les années 30 et les années 40 en Union soviétique. Donc bon, voilà, je pense que... alors après, voilà, encore une fois, ce qui ne veut pas dire que... parce qu'évidemment, du coup, on a l'idée de la Troisième Internationale qui regroupe tous ces gens-là, et qui regroupe d'ailleurs pas que Lénine et Staline. La Troisième Internationale, c'est dans le monde entier, avec des gens qui se rattachent d'une manière ou d'une autre à cela. Donc bon, c'est vrai que c'est une question extrêmement complexe et qu'il faudrait regarder, je dirais, point par point ce qu'on entend par là. Mais je pense que sur la question massive qui était la vôtre, qui était celle, je pense, de la pratique de gouvernement de Staline, à mon avis, là, je pense qu'on peut répondre qu'il n'y a pas de commune mesure avec Marx, à mon avis. Alors, sur la question de l'austro-marxisme, alors, disons, pour le dire rapidement, alors l'austro-marxisme, c'est un courant qui se développe, comme son nom l'indique, en Autriche, avec des représentants... c'est surtout, disons, au début du XXe siècle, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Il y a des choses très intéressantes sur différents sujets, notamment sur la question des nationalités. C'est le cas notamment d'un des représentants de ce qu'on appelle l'austro-marxisme, un des représentants les plus célèbres qui s'appelle Otto Bauer, qui a mené, parce qu'évidemment c'était une question très vive dans l'Empire austro-hongrois, la question du statut des nationalités dans le marxisme. Et d'ailleurs, le livre d'Otto Bauer est disponible en français. Il a été réédité assez récemment, je crois qu'il y a 3-4 ans, peut-être, aux éditions Sileps. Donc ça peut être consulté. Mais je dirais que c'est
c'est évidemment de ce côté-là que les choses sont à regarder. Et puis il y a après il y a d'autres questions, aussi bien des questions je dirais philosophiques sur le lien entre le marxisme et la pensée de Kant par exemple, ou alors évidemment des questions plus liées à l'expérience disons, de socialistes autrichiennes, et notamment l'expérience au cours des années 20 de Vienne-la-Rouge. Hein. C'est cette expérience-là qui offre aussi l'occasion de beaucoup de réflexion, mais je dirais que peut-être celle qui est la plus célèbre, ou en tout cas du point de vue de l'austromarxisme, c'est quand même la question des nationalités. Je pense que c'est quand même celle-là. C'est juste pour faire une remarque, pour dire qu'à propos de la question sur Lénine et Staline, pour dire que quand même dans le livre de Sèvres, qui s'appelle « Qu'est-ce que le communisme, tome 1 », il y a une étude extrêmement détaillée de ces questions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, tout à fait. Ça détaille un peu ce que vous avez dit. Si je peux réagir justement là-dessus, oui, effectivement, c'est l'objet donc du livre auquel il vient d'être fait allusion, hein, qui est le tome 4.1 de la grande somme théorique de Lucien Sèvres, qui s'appelle « Penser avec Marx aujourd'hui », et qui le tome 4.1 auquel il vient d'être fait allusion, qui s'appelle « Le communisme, point d'interrogation », est paru donc aux éditions La Dispute à l'automne dernier, et une grande partie de l'ouvrage est consacrée justement à la question des socialismes réels. Alors la thèse défendue par Lucien Sèvres, et l'idée, lui il voit ça de la manière suivante, je résume un peu, mais en disant qu'il y aurait deux grandes lignes, finalement, depuis le 19e siècle, deux grandes lignes politiques, celle du communisme et celle du socialisme, qui seraient des lignes divergentes plus que convergentes, et qui se distingueraient notamment par la place de l'État et le rôle de l'individu. Hein. Et donc, avec l'idée que ça représenterait, l'expérience du socialisme réel serait davantage représentative du socialisme que du communisme. Hein. Et donc il y aurait, ça passe par l'hypertrophie de l'État, par la faible place accordée à l'intervention individuelle, etc. etc. Ce qui est évidemment... c'est une thèse très forte, disons, parce que ça conduit Lucien Sèvres à considérer que ça n'a vraiment rien à voir avec le communisme. Alors évidemment, on peut après éventuellement nuancer parce que c'est pas un bloc, quand on prend toutes les expériences du XXe siècle, c'est pas un bloc homogène entre, je sais pas moi, l'URSS de Staline et, j'en sais rien moi, la Yougoslavie ou que sais-je encore. Il y a des variantes il y a quand même une variété historique qui est très importante, mais voilà, je pense qu'effectivement c'est une référence importante dans le traitement de cette question, mais qui est une question très complexe, encore une fois, comme celle du marxisme de manière générale. Je voulais savoir, vous avez dit que Marx avait, moi j'ai pas lu ce travail, hein, il était plutôt du côté d'Épicure que de Démocrite, plutôt du côté de la liberté par rapport à la nécessité. Et moi, dans mes vagues connaissances du marxisme, j'avais toujours entendu dire que pour Marx, la liberté c'était la nécessité. Qu'effectivement la liberté était une notion relative, qu'on était vraiment libre quand on avait pris conscience de ce qui était le choix nécessaire. Alors, est-ce que ça, c'est vraiment dans Marx,
ou est-ce que c'est justement une invention de marxiste du XXe siècle pour couvrir justement le fait qu'il n'y a qu'une bonne politique et que quand on est marxiste quand on suit la bonne politique finalement. Voilà mon interrogation nouvelle. C'est la théorie de la liberté. Oui, oui, oui. Alors effectivement, c'est une question, c'est aussi une question complexe. Je suis pas sûr de bien avoir compris comment vous aviez défini la liberté dans la conception à laquelle vous faisiez allusion. Ce que je peux dire sur Épicure, après sur la liberté en général, il y a plusieurs choses. Déjà, bon, c'est une, disons, la réflexion sur la liberté et la nécessité, telle qu'elle est formulée dans la thèse de doctorat de Marx, elle part, disons, d'un problème classique, disons, de la philosophie, qui est celui de la liberté et du déterminisme. Et ce que Marx cherche à mettre en avant, à travers sa lecture d'Épicure, c'est qu'il peut y avoir justement une dérivation par rapport à la pure nécessité, hein, c'est ce qui est mis en avant notamment chez un des interprètes d'Épicure, enfin interprète ou en tout cas ou élève d'Épicure, qui est Lucrèce, hein, dans son poème le De Rerum Natura, hein, de la nature des choses, avec l'idée que les atomes tombent dans le vide, mais qu'il y a à un moment donné un mouvement de déclinaison qui fait que la chute peut dévier et que les atomes peuvent se rencontrer, etc. Bon, en gros, ça c'est l'arrière-plan, on va dire, cosmologique de la question. À quoi ça amène? Ça amène donc à la question de manière plus générale, effectivement, du déterminisme et de la liberté. Est-ce que, en gros, on peut considérer la philosophie de Marx comme un pur déterminisme, au sens d'un déterminisme historique qui peut être de différentes natures, qui peut être, par exemple, une des grandes questions justement dans les interprétations diverses sur cette question, c'est le déterminisme, on va dire, technologique par le niveau de développement des forces productives. Hein, c'est-à-dire que ça rejoint un peu d'ailleurs notre problème de tout à l'heure avec Vera Zassouli, c'est-à-dire qu'à un certain niveau de développement des forces productives, les rapports de production deviennent des entraves et donc il y a la révolution. Voilà, parce qu'on a atteint un niveau de développement de cette nature-là. Alors, il y a des textes de Marx où on peut avoir cette impression-là, une sorte presque de nécessitarisme, qui lie des formations sociales déterminées avec des inventions techniques en particulier. Hein. Bon, il y a ça dans un texte de 1847 hein, qui s'appelle « Misère de la philosophie », qui est un pamphlet contre Proudhon, dans lequel Marx dit le moulin à bras vous donne la société avec le suzerain, et puis le moulin à vapeur vous donne la société avec le propriétaire capitaliste. Hein. Bon, évidemment, ça c'est une des façons ce type de formules peuvent être présentes comme ça chez Marx, mais je pense qu'il ne faut pas leur donner une importance démesurée, au sens où c'est plus une sorte d'image, en l'occurrence, qu'une vraie, comment dire, un vrai développement théorique. Et donc la question de la liberté et de la nécessité, elle s'inscrit justement sur, voilà, est-ce qu'il y a une sorte de ligne causale unique avec une détermination en dernière instance qui est toujours faite par les rapports de production économiques, ou est-ce qu'il y a des marges de manœuvre? Et alors ça, c'est une question qui va intéresser Marx et qui va traiter de différentes façons. Hein.
mais il y a des textes où on voit très bien que Marx accorde une forme d'autonomie aux représentations qu'on peut se faire, et qui fait que le cours historique ne va pas prendre cette voie toute tracée, mais prendre des bifurcations, et que donc on n'est pas dans une pure... dans une forme de réductionnisme complet, où tout est déjà déterminé par avance. Alors sur cette question, j'indique aussi un titre en bibliographie. Hein. Il y a un ouvrage qui est celui de Michel Vadé, qui est un ouvrage qui a une trentaine d'années à peu près, je crois, qui s'appelle « Marx, penseur du possible », où justement, en repartant d'ailleurs de questions issues de la thèse de doctorat de Marx, sur la question de la liberté, Michel Vadé avait cherché à montrer, à partir d'une analyse très précise des textes de Marx, que la pensée de Marx ne pouvait pas du tout être conçue comme un nécessitarisme ou un déterminisme absolu, on va dire laplacien, hein, où tout est déjà, hein, vous savez, comme pour le démon de Laplace, avec toute la ligne causale est déjà, à celui qui sait la reconstituer, peut permettre de voir tout depuis le présent jusqu'à l'avenir, à partir du moment où on a compris les rapports de causalité. Hein. Justement, ce que cherche à montrer Michel Vadé, c'est que Marx, évidemment, est bien matérialiste, au sens où, du coup, il y a toujours des rapports de cause à effet qui jouent, mais ces rapports sont pluriels et se croisent. Et de ce point de vue-là, font qu'il y a des bifurcations, des marges de manœuvre, etc. etc. Hein, et donc, de ce point de vue, lui parle plutôt que de déterminisme, de causalisme. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur la pluralité des causes possibles qui ménage une place, en définitive, importante pour la question de la liberté. Hein, donc, bon, voilà, je pense qu'en tout cas, là-dessus... Alors, mais je dirais que pour le coup, cette question du déterminisme, de la nécessité, etc., ce n'est pas une spécificité du marxisme du XXe siècle. Hein, c'est déjà très présent dans le marxisme de la fin du XIXe siècle. Et notamment au sein de la social-démocratie allemande, hein, il y a beaucoup enfin, au sein de la Deuxième Internationale en tout cas, mais donc de fait de la social-démocratie allemande, il y a il y a des réflexions qui vont tordre beaucoup Marx dans le sens d'une sorte l'idée que tout est déjà fait en quelque sorte par le développement historique des forces productives, et que du coup les lois de l'histoire vont s'appliquer avec une nécessité de faire, et faire que de toute façon on va aboutir, le capitalisme va ployer tout seul sous le poids de ses propres contradictions, et finalement il n'y a pas de place pour la marge de manœuvre des individus. Hein. Donc là c'est vrai que c'est un sujet de discussion qui est, je dirais, très ancien dans le marxisme en fait, hein, qui date des premières élaborations théoriques sur le sujet. Au début de votre exposé, vous avez évoqué donc depuis 2008 les différentes interprétations, réappropriations auxquelles Marx liait. Bon. Est-ce que si on prend les grilles de lecture de l'écologie, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Alors, sur cette question de l'écologie que j'ai abordée assez brièvement, alors les interprètes de Marx aujourd'hui qui s'intéressent à cette question, une sorte de préfiguration d'une réflexion écologique chez Marx, s'appuient à la fois sur des réflexions qui sont présentes par exemple dans le livre 1 du Capital, sur des réflexions, disons des réflexions générales sur l'idée que le capital n'épuise pas seulement le travailleur mais aussi la nature. Mais je dirais que l'apport de la mise en
en évidence de manuscrits inédits de Marx sur la question, et plus précisément centré sur la question du métabolisme entre l'être humain et la nature. L'idée que ce métabolisme est susceptible d'être rompu ou attaqué par les logiques de la production capitaliste. Alors Marx s'est intéressé à ces questions-là, notamment Marx était quelqu'un qui prenait beaucoup de notes de lecture, hein, et ça on a dans les éditions critiques, on a accès aux notes de lecture qu'il avait pu prendre. Et Marx a eu l'occasion de s'intéresser beaucoup, notamment aux questions liées à la chimie agricole, et notamment à ses conséquences sur l'épuisement des sols. Et donc ça, il s'est intéressé notamment aux travaux de Liebig, Justus Liebig, et donc il a eu l'occasion de réfléchir là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que on a dans ces réflexions-là, alors à la fois une mise en évidence des conséquences des nouvelles techniques de production agricole, donc disons le devenir industriel de l'agriculture qui commence déjà à se faire sentir à travers ces nouvelles techniques de production liées aux apports de la chimie notamment. Il y a aussi des réflexions sur la question de la déforestation par ailleurs, hein. Bon, il y a des choses de ce genre-là. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement une réflexion sur je dirais, les conséquences du développement industriel de manière générale, hein. C'est-à-dire que c'est toujours étroitement lié à la logique capitaliste, hein. C'est-à-dire que ces logiques industrielles sont en même temps des logiques capitalistes, c'est-à-dire des logiques orientées par le profit. Donc ce n'est pas un pur problème technique de ce point de vue-là. Et je pense que si la réflexion de Marx a quelque chose à nous apporter en la matière, c'est évidemment dans le lien entre ces questions-là, hein, c'est-à-dire une réflexion sur l'évolution des techniques de production et le rapport qu'elles peuvent avoir avec l'environnement, mais aussi évidemment avec comment ces logiques-là sont déterminées par la recherche du profit. Hein, je pense que c'est évidemment un élément important. Alors parmi les choses disponibles en français là-dessus, j'indique en particulier un petit livre qui est celui de John Bellamy Foster, qui s'appelle Marx écologiste, hein. Donc on a des éléments textuels, hein. Je crois que c'est aux éditions Amsterdam, si je ne dis pas de bêtises. C'est paru en français il y a quelques temps, quelques années, mais il y a depuis l'apparition de ce livre, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans d'autres pays, et qui sont disponibles soit en anglais, soit en allemand, hein, sur ces questions. Donc c'est un champ de recherche très actif en ce moment, hein. Est-ce qu'il avait lu Darwin, Marx ? Ah oui, Marx avait lu Darwin. Il avait lu Darwin. Alors évidemment, la question du rapport entre Marx et Darwin est une question très, très importante aussi, hein, mais, parce que Marx est quelqu'un qui, de manière générale, s'intéresse beaucoup aux sciences de la nature, et il avait vu, évidemment, dans la parution de l'origine des espèces, un texte extrêmement important. Ce qui est intéressant, c'est que alors bon, ça va jouer après un rôle un peu différent par la suite, mais Marx ne va jamais tomber, disons, dans l'impasse de l'application pure et simple des conclusions de Darwin dans l'origine des espèces à la réalité humaine, ou en tout cas sous la forme du darwinisme social, hein, pas sous la forme que Darwin lui-même, par exemple dans la filiation de l'homme, pouvait ensuite lui donner, qui était évidemment pas une application pure et simple des logiques de la sélection naturelle. Et donc il y a évidemment quelque chose
d'intéressant de ce point de vue-là, parce que il a de l'admiration pour le travail scientifique de Darwin, mais il ne considère pas, d'une certaine façon, que, comment dire, la logique de la sélection s'applique de la même façon à la réalité humaine, hein, qu'elle s'applique pour le règne animal dans la sphère biologique. Hein, donc il y a évidemment quelque chose d'important sur ce thème-là. Alors après, ça va jouer l'idée selon laquelle Darwin serait une sorte de base un peu naturelle, hein, de sa conception de l'histoire, c'est-à-dire que c'est appliqué, c'est une sorte d'arrière-plan en fait. Ça c'est quelque chose qui sera poussé et élaboré, alors évidemment par Engels d'une certaine façon, parce qu'Engels va quand même davantage amener plus de travaux, disons, sur la question des sciences de la nature, et ça sera après un arrière-plan, disons, la question du lien avec le darwinisme, qui sera poussé plus avant dans le mouvement révolutionnaire. Hein. C'est le cas, par exemple, chez quelqu'un comme Karl Kautsky, qui était une des grandes figures de la social-démocratie allemande, qui disait qu'au fond, lui, par rapport à Marx était parti de Hegel, et que lui était plus parti de Darwin que de Hegel. Hein. Kautsky dira ça, par exemple, en essayant de pousser justement la réflexion. Mais je m'arrête sur le sujet. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci à l'équipe de la Bibliothèque nécessaire de son accueil, sachant qu'elle fonctionne, qu'elle doit fonctionner, donc il faut que nous levions le siège pour permettre la remise en place et aux lecteurs de jouir de ce lieu magnifique. Merci.